Donc cette session, c'est la première session database. Il y a 3 sessions database, on verra tout à l'heure à la fin les 2 autres. La première, c'est migrer les bases de données. L'idée, on a avec Dimitri, donc Dimitri est Solution Architect, moi je suis Go-to-Market spécialiste, donc on travaille ensemble. Et quand on nous a parlé du sujet, c'était de quoi vous voulez parler au Summit? Et moi j'ai dit on va parler de migration. Et j'ai eu la réponse, ouais mais c'est trivial de parler de migration. Et c'est pas trivial de parler de migration. Quand on discute avec nos clients, on se rend compte, migrer une base de données, je suis sûr qu'il y a des DBA dans la salle, tout le monde sait le faire. Migrer un parc, c'est déjà plus compliqué. Donc l'idée de la session aujourd'hui, on va faire un mix sur les bonnes pratiques avec Dimitri des démos. On va vous partager ce que nous, on voit au quotidien, ce qu'on a comme retour d'expérience. Alors, avant toute chose, l'idée, c'est de se dire, on va se mettre tous d'accord sur un certain nombre de faits, d'éléments qu'on va retenir à la fin. J'en ai mis 8. On est tous d'accord que gérer des applications, gérer des bases de données, ce qu'on appelle on-prem, ça prend du temps. C'est pas si facile que ça. Même si j'ai beaucoup d'expérience, et Dimitri et DBA pourra le dire aussi, c'est complexe. Il y a des environnements très complexes. Le deuxième élément à retenir, c'est qu'il y a 2 types d'applications. Il y a celles qui existent déjà, celles qu'on utilise chez soi et qu'on veut déplacer, emmener dans un environnement de cloud. Et puis, il y a celles qu'on va construire. Donc, ces 2 types d'applications, ça veut dire qu'il y a 2 réflexions à faire complètement. La troisième chose, c'est les applications traditionnelles, ce qu'on avait, les ERP, ce qu'on connaissait avant, ça n'a pas les mêmes exigences que les applications qu'on dit modernes. Quand on fait des applications de dating, de jeux en ligne ou de social network, les contraintes ne sont pas les mêmes. C'est des milliers, voire des millions d'utilisateurs, c'est global généralement, et c'est des temps beaucoup plus rapides, ce qu'on appelait les applications classiques. Si on parle des data, on est tous d'accord qu'il y a une explosion. Je ne me rappelle plus les chiffres, je crois que 50% des données n'existaient pas encore l'année dernière. Donc on a cette explosion des données. La deuxième chose, c'est un changement majeur au niveau de l'écriture sur les microservices. Et puis on l'a tous vu depuis quelques années, et particulièrement moi quand je discute pas particulièrement avec les développeurs, on va discuter avec l'équipe DevOps, parce que c'est la nouvelle norme. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, comme je disais, il y a quelques années, quand je parlais base de données, je parlais à l'équipe DBA, qui faisait le choix, qui était mon interlocuteur. Aujourd'hui, on va discuter avec les développeurs. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, on vous dit, voilà, tu dois faire une application détection de fraude, ou tu dois faire une application Customer 360. Ce qui intéresse le développeur, c'est pas de savoir finalement est-ce qu'il va utiliser une base X, Y, Z, c'est il va utiliser la base qui va lui permettre de répondre à sa problématique. Le 6e élément, on l'a tous vu, de faire croire qu'une base de données unique permet de tout faire, c'est pas possible. On le sait, on l'a vu. Il y a des bases qui font du relationnel, qui ont essayé de faire du graphe. Oui, ils font du graphe. Il n'y a pas de client qui l'utilise. Donc on ne peut pas, cette technologie de dire je vais tout mettre dans un même référentiel et espérer que ça fonctionne, ça peut fonctionner, mais est-ce que ça fonctionne bien? Ça, c'est une autre problématique. Qu'est-ce qu'on voit aussi depuis plusieurs années? C'est que l'open source a pris le dessus. Si vous regardez les trendings, depuis l'année dernière, il y a beaucoup plus de demandes sur l'open source que sur ce qu'on appelle les bases commerciales. Donc on peut dire que c'est ce qu'on appelle le nouveau normal en anglais, ou le nouveau choix standard. Et le dernier fait, dernière chose qu'on retient quand on discute avec nos clients, c'est, et ça revient au premier, c'est je veux des solutions qui sont managées. J'ai plus envie de passer du temps à gérer les backups, gérer les patchs, etc. Et puis, l'autre chose, ça serait bien si je n'avais pas non plus à poser la question sur la taille de mon instance. Donc le serverless. Donc manager serverless, c'est le dernier fait qu'on voit. Des raisons de migrer, il y en a tout plein. On peut le voir de 2 façons. On peut le voir soit par des motivations, soit par des gains attendus. Grosso modo, ça revient au même. C'est des questions d'infrastructure. C'est, je vais faire mon data center. On est en avril. En décembre, j'ai fermé mon data center. C'est mon matériel est vieillissant. Je veux changer mon matériel, je veux évoluer mon matériel. C'est des questions sur l'optimisation des coûts. L'optimisation du coût du matériel, on a des grosses machines qu'on a surdimensionnées, qui ne sont pas utilisées, qu'on vieillit, où on a du mal à scaler, à faire du scale-up, scale-down. On a des coûts de licence base de données qui sont énormes et de support qui sont récurrents pour finalement pas de plus-value. Donc on veut essayer de gagner. L'évolutivité, la montée en charge, c'est
je veux avoir ces environnements qui vont pouvoir scaler, ou si par exemple je fais ce qu'on appelle des read replicas sur MySQL, je vais avoir une façon de gérer mes read replicas beaucoup plus facile, je vais être beaucoup plus dynamique. Et puis c'est aussi le moment de se poser des questions d'innovation, c'est de dire, eh ben, migrer, ça va être le moment de changer mon applicatif. On parlait des microservices, peut-être de se dire, tiens, je vais changer mon applicatif pour des microservices. Et puis aussi de dire, bah, c'est peut-être le bon moment d'utiliser la base qui est designée, qui est construite pour faire ce que je cherche. Alors, ça, c'est des questions qu'on a, qu'on voit quand on discute avec nos clients, c'est, OK, je veux migrer mon data center. Est-ce que je sais quelles sont mes bases données, mes moteurs, mes versions, mes éditions? C'est trivial, mais en fait, on se rend compte qu'on n'arrive jamais à avoir un historique. On n'a jamais la liste complète. Donc c'est beaucoup de travail. Et derrière, c'est des applications. Comment mes applications, elles sont liées? Ma prod, mon dev, est-ce qu'elles vont migrer, vont pas migrer? Quel va être l'effort pour chacune? On me pose toujours la question. Et c'est lié à la deuxième. Souvent, c'est est-ce que je commence par l'application qui est la plus simple ou la plus visible? Alors, si c'est la plus simple et la plus visible, autant commencer par celle-là. Mais si c'est la plus visible et qu'elle est compliquée, est-ce que je commence par celle-là? Parce que si je me plante, ça va... Est-ce qu'il ne faut mieux pas commencer par une qui est moins visible et plus simple? Les autres questions, c'est est-ce que c'est le moment de garder le moteur ou de passer à autre chose? Passer à autre chose, ça peut être d'utiliser Babelfish. Ça peut être de changer pour du manager ou carrément changer de moteur. La question qu'on a toujours, ça je pense qu'on sait, c'est, et ça on le doit à ceux qui emmènent la peur chez nos clients par des fausses données, c'est est-ce que je peux utiliser mes licences sur AWS? Bon, celle-là est facile à répondre. Et puis après on a des questions sur les outils, on va voir tout à l'heure, et les compétences. Ça c'est un point qu'on oublie souvent sur la migration d'un parc, c'est est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour migrer le parc complet? Je ne vais pas refaire l'historique de toutes les bases AWS. Juste un rappel, et les cas d'usage, c'est un peu petit, j'espère que vous voyez bien. On va avoir les bases relationnelles, donc on va retrouver MySQL, MariaDB, Postgre, les bases commerciales comme SQL Server, Oracle, les implémentations Aurora MySQL, Aurora Postgre. Et puis après, tout le reste, c'est des bases NoSQL, avec des clés valeurs, DynamoDB, du DocumentDB, tout ce qui est cache avec MemoryDB et Elasticache, du graph avec Neptune, ce qu'on appelle du time series avec TimeStreams, des bases journaux avec Ledger, des colonnes avec Cassandra. Et ce qu'on voit en dessous, c'est à quoi elles servent. Et je pose toujours la question, je ne sais pas s'il y a des gens qui font du bricolage dans la salle, moi j'en fais peu, mais au moins je sais. Si je vous pose la question, est-ce qu'on peut enfoncer un clou avec un tournevis? Ouais, probablement qu'on peut, en se débrouillant bien. Mais pourquoi on a inventé le marteau? Parce que ça sert à ça. Et les bases de données, ici, elles servent à des choses particulières. Si je veux faire de la détection de fraude, je ne pourrais pas le faire avec du relationnel. Il me faut une base NoSQL, il vaut mieux une base de type graph. Si je veux avoir des bases de données qui vont prendre des capteurs IoT, de la métrique, dont l'axe temps est important, il faut mieux du time series. Donc l'idée des bases AWS, mais il y a une session un peu plus tard où on ira dans le détail, c'est d'avoir l'outil. Et comme on disait tout à l'heure, dans les questions, la migration, c'est le moment de se dire, là où je vais, est-ce que j'ai le bon outil? Migrer, c'est ce qui nous intéresse. Il y a 6 chemins. On ne va pas lire tout le slide, mais en gros, il y a 2 qu'on peut éliminer, c'est je conserve, j'abandonne. Je vais conserver. J'ai des vieilles applications, mais je sais que dans 6 mois, j'achète une solution SaaS, on ne va pas s'amuser à migrer, ça ne sert à rien. On se rend compte qu'il y a des applications qu'on peut abandonner, donc on va les enlever. Après, il nous reste les 4 choix. Est-ce que je prends ce que j'ai tel quel, je l'emmène? Est-ce que je prends et je fais des modifications, par exemple je passe en manager, ou est-ce que je prends et je vais jusqu'à tout changer? C'est toujours cette question-là. Il n'y a pas une réponse. Si on demande à tout le monde, il n'y a pas une seule réponse. Il n'y a pas un choix final, on va le voir juste après. Quand on se pose la question, on me dit toujours, mais c'est quoi le meilleur chemin pour migrer? Il n'y en a pas. Si vous venez me voir aujourd'hui et vous me dites, fin septembre, mon data center, il a migré, il est sur AWS, je vais être honnête, on ne va pas passer de temps à réécrire ce qui est en relationnel vers du Dynamo. Il faut faire du lift and shift. Donc on va juste déplacer. Mais le choix n'est pas définitif. On peut déplacer et ensuite passer certaines vers du manager, certaines on va les modifier vers de l'Aurora par exemple ou du Dynamo. Ça c'est quelque chose, et c'est typiquement les analyses qu'on fait avec Dimitri, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire à court terme ensemble, qu'est-ce qu'on va faire à moyen terme, qu'est-ce qu'on va faire à long terme. Parce qu'il n'y a pas de choix
définitif. Après, il y a des contraintes, je l'ai dit. Je vais faire mon data center, il vaut mieux aller vers le C2, on va aller très rapidement. Vous avez des applications que vous avez achetées chez des fournisseurs d'applications, du marché ou sur la marketplace, qui disent par exemple, c'est telle version de base commerciale, ou c'est du relationnel, c'est pas du NoSQL. Si c'est du relationnel, on ne va pas migrer vers du document. Donc on ira, par rapport à la contrainte, on ira là où il faut aller. Juste, et je n'irai pas dans le détail, mais rappelons-nous, la base, c'est juste un élément. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Donc on va regarder la partie analyse du schéma, pardon. On va regarder la migration de la donnée. Il ne faudra pas oublier un moment de se poser la question de l'application elle-même. Parce que dans l'application, potentiellement, si par exemple je peux avoir, je crois que tu le fais dans ton exemple, on doit avoir des packages PLSQL qui peuvent être appelés. Donc il faut analyser et regarder comment on va migrer ça. Et puis après, bien évidemment, on a les tests de migration. Et puis à un moment donné, on va arrêter la production, on va switcher. Alors, quand on construit une maison, il y a un certain nombre de choses à faire, et c'est pareil ici. C'est qu'il faut des outils. Il y a 2 outils, si on revoit ce qu'on a dit au départ. Le premier, c'est j'ai une base, quelle qu'elle soit, qui a une structure, et cette structure, il faut que je l'emmène là où je veux aller. Donc ça s'appelle Schema Conversion Tool, SCT. On va le voir dans la démonstration après avec Dimitri. SCT, on va s'en servir nous, et vous pouvez vous en servir, pour première chose, pour faire ce qu'on appelle un assessment. Quel va être l'effort à faire? Je veux aller d'une base commerciale Microsoft ou Oracle, par exemple, vers du RDS, Oracle ou Microsoft. Est-ce que je peux le faire? Quel est mon effort? Ou quel va être l'effort à faire si je veux quitter une base commerciale pour aller vers du MySQL, du Postgre? Donc on verra tout à l'heure dans l'assessment, et on verra ensuite qu'on peut lancer SCT pour faire la migration. On verra également qu'il y a des erreurs. Le produit ne fait pas tout. Et on va voir la complexité. Ça nous donne la complexité et notre effort de travail. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Donc on a fait des playbooks. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit le soir. C'est 300 pages PDF. Mais ces playbooks sont là pour vous aider. Évitez de réinventer la roue. Une fois qu'on a migré la structure, qu'est-ce qui va nous manquer? C'est migrer la donnée. Et donc là, on va avoir un service qui va nous prendre la donnée de l'endroit où elle est jusqu'à l'endroit où on veut l'emmener. Ça s'appelle DMS. Et DMS a une fonctionnalité qui est très intéressante, qu'on aime bien utiliser, c'est quand on a des contraintes où on ne doit pas arrêter l'application, on va être capable de synchroniser, ce qu'on appelle du change data capture, on va synchroniser de telle façon que ma base, si par exemple je vais avoir une base commerciale on-prem et une base Postgre chez AWS, qu'elle soit complètement synchro jusqu'au moment où on va switcher complètement. Je vais laisser Dimitri vous faire une petite démonstration de DMS. Alors, merci Jean-Philippe. Donc on va voir l'outil SCT, donc comment SCT peut nous aider en fait, à migrer nos bases de données sur AWS. Donc SCT, c'est un outil que vous allez pouvoir installer sur un laptop pour pouvoir analyser vos bases de données et voir comment on peut les migrer vers AWS. Donc c'est un outil que vous allez simplement pouvoir télécharger sur AWS, sur Amazon, l'installer donc sur un laptop et pouvoir démarrer donc l'analyse de vos bases de données. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un projet. Donc ça va être notre projet de migration. Donc là, en l'occurrence, notre projet, ça va être d'avoir en source une base Oracle et en target, donc en cible, une base Postgre. Donc on débute par la création de notre projet et donc ensuite, on va aller configurer donc, notre base source, donc en choisissant le bon driver, donc là Oracle, et on va donc fournir les différentes informations pour pouvoir se connecter à notre base source, donc la base qu'on va vouloir migrer. Donc on renseigne les différentes informations, chaîne de connexion, et ensuite on va se faire le test de connexion pour vérifier que tout fonctionne bien. Là, on ne va pas passer par du SSL dans le cadre de cette démo, mais même ça reste une bonne pratique pour les autres environnements. Et donc là, on a configuré notre base source, donc notre base Oracle. Donc au sein de notre base Oracle, on va avoir plusieurs schémas.
Et donc on va avoir un schéma qu'on va vouloir migrer, donc en l'occurrence c'est le schéma DMS sample. Et donc ce schéma Oracle, on va vouloir le migrer sur une instance Postgre. Donc à vouloir faire une conversion d'Oracle à PostgreSQL. Donc là en target, j'ai plusieurs serveurs. Donc l'avantage, là j'ai pas renseigné de chaîne de connexion. En fait c'est des serveurs virtuels. En fait on va émuler un Postgre pour générer donc le rapport d'audit de migration. Donc l'avantage c'est que j'ai pas à déployer une instance Postgre pour pouvoir générer mon rapport. Donc la génération du rapport, elle se fait assez simplement. Je vais aller sur le schéma que je désire migrer. Et donc simplement, voilà, avec un clic droit, je vais générer mon rapport. Donc le rapport prend un peu de temps en fonction de la volumétrie de la base de données, du nombre d'objets qu'on a analysés dans la base de données. Donc ça peut être assez long parfois sur des grosses bases de données avec une grosse volumétrie. Donc là, SCT va analyser en fait tous les objets que j'ai au sein de ma base de données et donc va m'afficher donc ce rapport, donc mon rapport de migration. Donc ça, c'est mon rapport de migration d'une base Oracle à une base PostgreSQL. Donc on voit que dans ce rapport, SCT a analysé les différents objets qui sont présents dans mon schéma que je dois migrer et va m'indiquer en fait les efforts de migration que je dois faire. Donc là, tout ce qu'on va voir en vert, c'est des choses qui vont pouvoir prises en charge par SCT dans le cadre de la migration, donc qui vont être très simplement, qui vont être très faciles à migrer vers Postgre, en l'occurrence RDS Postgre. Et on va voir dans ce rapport, hop, si on descend un peu, voilà, j'ai des objets, donc je vais me retrouver avec des lignes de code dont la conversion ne va pas être automatique et que je vais devoir reprendre. Donc pour avoir un peu plus d'informations sur ce rapport-là, je vais le sauvegarder en PDF. Voilà. Donc bien sûr, je peux générer ce rapport sur plusieurs schémas en même temps, sur tous les schémas que je désire migrer. Et là, on va voir que dans le rapport PDF, donc je vais retrouver les graphiques que j'avais dans ma console SCT. Mais surtout, donc on va retrouver voilà, ces éléments, l'analyse de mon schéma avec tous les objets qui sont contenus dans mon schéma. Donc je vais retrouver donc, les éléments que je vais devoir reprendre dans le cadre de ma migration. Mais le plus intéressant, c'est que je vais avoir donc, des informations sur qu'est-ce que je dois changer et où ça se trouve. Donc là, typiquement, j'ai un package, j'ai une procédure dans laquelle j'ai des int Oracle que je ne vais pas pouvoir transposer directement dans Postgre. Donc je vais retrouver en fait, donc, le nombre d'occurrences que je vais devoir reprendre. Et donc, comme l'a mentionné Jean-Philippe, il y a une complexité associée. Donc là, dans ce cadre-là, la complexité est assez simple. Vous allez pouvoir retrouver aussi dans les playbooks des informations pour vous aider à reprendre ces objets pour pouvoir les migrer. Donc on voit là tous les détails des différents objets que je vais devoir reprendre pour ma migration sur ma base de données Postgre en cible. Donc le rapport va nous donner quand même déjà une bonne idée de la complexité de la migration et du temps qu'on va devoir passer sur la migration. Mais SCT ne s'arrête pas là en fait. SCT va aussi nous aider à convertir en fait, nos objets vers la base de données cible. Donc là, pour ce faire, je me connectais à une instance PostgreSQL. Donc de la même façon que je me suis connecté à ma base Oracle, donc en fournissant les éléments de connexion. Donc SCT permet aussi, en fait, donc, dans le cadre des migrations hétérogènes, donc d'avoir plusieurs cibles donc, qui sont décrites dans les cibles virtuelles là sur la droite. Donc on peut faire ça aussi avec du MySQL par exemple ou d'autres moteurs de base de données NoSQL éventuellement. Donc là, je vais pouvoir me connecter sur ma base PostgreSQL. Ma connexion est validée. Hop. Bon, toujours sans utiliser SSL dans le cadre de cette démo. Donc là, SCT, pareil, va faire une analyse et charger les métadatas de mon instance PostgreSQL. Et
Tout comme la génération du schéma, la génération du rapport côté Oracle a été assez simple, on va voir que la création d'objets, la conversion des objets d'Oracle vers Postgre avec SCT est relativement simple aussi. Donc là, j'ai mon schéma DMS sample que je vais devoir migrer. Donc j'ai juste à aller sur mon schéma, effectuer un clic droit. Et là, voilà, je vais convertir mon schéma donc, sur ma base Postgre cible et donc retrouver mes différents objets côté Postgre. Donc mes tables, mon schéma avec mes tables et tous les objets qu'SCT a pu convertir donc, sur la cible. Donc on voit qu'SCT nous permet de définir un degré de complexité sur une migration, mais aussi va nous faciliter la migration en convertissant en fait les objets d'Oracle à Postgre dans ce cas-là. Donc là, on l'a fait dans un mode hétérogène. On peut le faire dans un mode homogène. Et ça, on le fait souvent parce que certains éditeurs vous vendent des enterprise éditions quand on a besoin que la standard édition. Donc là, c'est le bon moment d'utiliser SCT pour ça. Alors, on a vu SCT, on a vu DMS, et au début, je vous ai parlé de parc. Il manque quelque chose. Là, on a migré une instance. Maintenant, vous me dites, j'en ai 1500, j'en ai 3000, j'en ai 5000. La première chose, il manque une pièce au puzzle, c'est la cartographie. Et c'est ce qu'on a annoncé, ça s'appelle DMS Fleet Advisor. Ça a été annoncé à re:Invent. C'est aujourd'hui en bêta. Quelle région? Tu m'as dit Oregon, si je ne dis pas de bêtises. Et prochainement GA dans l'ensemble des régions. Alors, c'est quoi l'idée? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est de faire une cartographie. Si vous n'avez pas une cartographie aujourd'hui, la plupart, en fait, quand on discute, l'ont pas finale. Ça va être compliqué. On peut la faire. On peut passer du temps. On peut prendre un fichier Excel, on peut passer du temps. On peut prendre des sociétés pour le faire. C'est complexe. Potentiellement, il y a des erreurs. Et puis, c'est pas donné. Donc, l'idée, c'est... Ce qui manque dans le puzzle, c'est ça. C'est de dire, je vais me faire une cartographie, de faire un inventaire. Faire une cartographie, un inventaire, ça suffit pas. L'idée, elle va être d'aller à l'étape d'après. De dire, j'ai la cartographie, je sais aussi quelle base appartient à quelle application, c'est du dev, du test, du recette, etc. On va le voir parce qu'on va retrouver ce qu'on appelle la similarité. Ça ne sert à rien de faire du travail sur une base qui est 100% similaire à une autre, ou même on va voir des bases à 80% similaires, donc ça veut dire que l'effort est moins. Mais qu'est-ce que ça va nous donner en plus de l'inventaire? Ça va nous donner une stratégie de migration. Ça va nous donner l'effort de migration. On le verra tout à l'heure, en plus de la sévérité, on va avoir la complexité. Donc je vais avoir un inventaire de mon existant, et je vais savoir sur cet inventaire où je suis, où je peux aller, et qu'est-ce que je peux faire. On conserve les métriques, parce que même si on fait les migrations, ça permet d'avoir l'historique. Donc on va collecter ces métadatas, donc on va avoir, on verra tout à l'heure, par exemple les versions de base, les éditions de base, les dates de fin de support, ce qui me permet de nous donner des stratégies. Si je vois que ma date de fin de support, elle est cet été, il faudrait quand même penser à faire quelque chose. Donc ça, on va pouvoir le faire. Ça va nous gérer une liste, et ça va nous permettre de préparer toutes les migrations. Et ça veut dire quoi, préparer? C'est qu'on est prêt ensuite à enchaîner les SCT et à enchaîner les migrations avec DMS. Donc ça, c'est ce qu'on a annoncé à re:Invent, et je vais laisser Dimitri vous faire la présentation. Donc la première chose qu'on va faire avec Dimitri, c'est la collecte. Comment on fait la collecte, Dimitri? Alors, avec DMS Fleet Advisor, on va avoir deux composants, et on a un composant qu'on va appeler donc le collector. C'est ce composant que vous pouvez déployer en fait au sein de votre système d'information et qui va aller faire de la découverte et aller collecter les métriques pour pouvoir les envoyer sur un bucket S3 dans votre compte sur AWS. Donc l'installation en fait du collector, elle est assez simple. Vous allez pouvoir générer en fait un fichier d'installation dans votre console AWS, utiliser ce fichier d'installation pour déployer donc, le collector aujourd'hui sur une plateforme Windows. La première chose à faire, donc on a une interface web pour piloter le collector. Donc ça va être de sécuriser l'accès à cette console web, donc en choisissant un utilisateur et un mot de passe associé. Ensuite, on va pouvoir, une fois que le collector est installé, on va pouvoir donc le configurer. Donc le configurer, ça va être fournir donc, vos accès à votre compte AWS pour pouvoir uploader donc, les métriques de base de données sur votre bucket S3.
Donc vous avez aussi donc des drivers à installer éventuellement pour pouvoir accéder à l'ensemble de votre base de données qui sont présentes en fait, sur votre parc. Donc une fois que tout ça est configuré, hop, on va pouvoir connecter donc, le collecteur à un serveur LDAP ou un domaine contrôleur pour aller pouvoir interroger donc, ce serveur LDAP et récupérer donc, une liste de serveurs qui sont présents dans votre système d'information. Donc, une fois qu'on a connecté le connecteur sur notre domaine contrôleur, on va faire donc, la découverte, donc l'ensemble des serveurs qui sont présents. Donc, on va récupérer la liste des serveurs qui sont présents dans notre domaine contrôleur. Donc là, on va pouvoir les filtrer parce que tous les serveurs ne nous intéressent pas. On va voir les serveurs qui hébergent des bases de données. Donc vous avez possibilité de filtrer ces serveurs-là et donc de les ajouter pour la collecte d'informations par la suite. Donc vous avez possibilité aussi dans la console, parce que des fois les informations de connexion n'ont pas été mises à jour côté domaine contrôleur. Donc vous avez possibilité d'aller surcharger votre chaîne de connexion, vos identifiants et vos mots de passe dans la console. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va les surcharger, hop, vérifier que la connexion est bonne, relancer un test de connexion. Donc là, on va pouvoir aussi, donc là on était sur la découverte, donc on va pouvoir ajouter des serveurs aussi. Voilà, là on les ajoute donc au discovery, à la découverte, mais on peut aussi ajouter, hop, on va le voir derrière, donc filtrer sur différents noms, les ajouter au monitoring. Et là, typiquement, je vais filtrer sur mes bases Oracle, vérifier hop, mon statut. Donc là, pareil, je vais devoir surcharger mes informations de connexion pour vérifier que tout est bon au niveau de mes connexions. Je peux aussi ajouter des serveurs de façon manuelle. Donc, en donnant le endpoint, le port et les informations de connexion. Et je peux aussi importer un fichier CSV, donc, par exemple issu d'une CMDB, pour importer en fait tous les serveurs que je veux aller monitorer donc, avec DMS Fleet Advisor. Une fois que l'ensemble de mes serveurs de base de données ont été ajoutés donc, au monitoring, je vais pouvoir en fait lancer donc, la collection, donc, les différents métriques dont Jean-Philippe a parlé tout à l'heure. Et donc ces métriques vont être envoyées dans un bucket S3 sur votre compte. Donc ça, c'est le collecteur qui sert donc, à alimenter en métrique DMS Fleet Advisor. Donc on va voir ensuite le résultat dans la console AWS. Donc on va se connecter à notre console hop, voilà, en allant donc, sur la page DMS. Donc on va voir dans la page DMS, on a un nouveau bouton qui apparaît, qui est le DMS Studio. Voilà, donc on va aller activer DMS Studio et on va voir qu'on a donc des nouveaux onglets qui apparaissent, dont l'inventaire de DMS Fleet Advisor. Et là, donc on voit les métriques qui ont été remontées par le collecteur. Donc, comme le mentionnait Jean-Philippe, les différents métriques, donc le type d'engine, la version, quand est-ce que cette version va expirer, le nombre de schémas qui sont contenus dans ces bases de données. Donc cet inventaire, ça va vraiment être la base de DMS Fleet Advisor
pour pouvoir planifier les migrations et après pouvoir utiliser par exemple SCT. Donc là, on voit le détail d'une instance avec les différents schémas. Et on retrouve le degré de complexité, donc la similarité. Donc la similarité, c'est je vais avoir des schémas qui sont identiques. Donc je vais pouvoir regrouper ces schémas dans le cadre d'une migration. Ça va être plus simple pour effectuer ces migrations. Et on va retrouver donc les différents objets qui constituent les schémas. Et voilà. Donc on a toutes ces informations qui vont nous permettre de programmer et de faciliter en fait nos migrations de bases de données en utilisant par la suite SCT et DMS pour la migration de données. Donc on voit DMS Studio, c'est la nouvelle interface. Donc on va retrouver DMS Fleet Advisor, on va retrouver SCT, on va retrouver DMS. Ce qu'on a vu ici, c'est la version V1, ça nous aide. La première chose, c'est le puzzle, c'est l'inventaire. Ce n'est pas un inventaire classique, c'est l'inventaire avec des informations qui sont nécessaires sur la partie migration. Qu'est-ce qui est nécessaire? Ce qu'on a vu ici, c'est la complexité. C'est les dates de fin de support, c'est le nombre d'objets, c'est la similarité. Et c'est ça qui va nous aider à prendre la décision. C'est pas, je vais prendre l'application B, parce que je trouve que l'application B est bien, et puis tiens, j'ai envie de faire celle-là. Là, il y a une vraie décision. On va pouvoir dire, on l'a vu, il y avait des fins de support. La stratégie, c'est peut-être de commencer par celle-là. La stratégie, c'est peut-être aussi de regrouper, comme l'a dit Dimitri, là où il y a de la similarité, de ne pas refaire les choses. On voit qu'il y a des similarités, on a fait le travail, on a fait l'analyse, on va travailler dessus. Il y a beaucoup d'instances qui ont les mêmes similarités, groupons-les et travaillons dessus. Donc ça remplit le puzzle. Alors après, la question c'est, est-ce que je le fais moi-même? Est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que j'ai envie que quelqu'un le fasse? On peut, et ça c'est ce qu'on fait régulièrement avec Dimitri, vous assister, en parler, regarder. Vous vous rappelez le premier schéma où je vous disais on peut migrer, on peut manager, on peut aller vers des bases open source. Est-ce que j'y vais à court terme, à long terme, à moyen terme? On peut vous montrer avec l'utilisation de ces outils qu'est-ce que peut être une cible. Mais honnêtement, on ne va pas le faire sur 1500, ce n'est pas notre travail. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On a une équipe qui s'appelle ProServe, Professional Services, que vous pouvez engager. On a des partenaires, il y en a nombreux aujourd'hui, qui ont les compétences, qui utilisent ces outils-là, qui utilisent cette méthodologie-là. Et puis, on a une nouvelle équipe, si vous voulez l'engager, on peut l'engager, qui s'appelle DMA, pour dire Database Migration Accelerator. C'est une équipe, son rôle, elle est de vous emmener de là où vous êtes jusque là où on a décidé. Et quand je dis vous emmener, c'est d'emmener l'application et que ça fonctionne. On atténue les risques, parce qu'on va prendre le risque de le faire avec vous, et on va le faire rapidement, cette migration, et à prix fixe. Ça, c'est l'avantage de DMA, c'est de dire, et ça, on le fait par les catégories, hein, le prix est en fonction des catégories, on a catégorisé, on peut le faire, voilà le temps qu'on met, et voilà quel prix. Chez AWS, on a aussi des programmes. Des programmes, et ça sert à un certain nombre de choses. La première, c'est d'avoir de la méthodologie, des bonnes pratiques, des outils, de la méthodologie, et aussi, on peut le dire, des crédits, parce qu'à un moment donné, si je fais une migration, je vais tourner mon environnement chez moi, et je vais faire tourner l'environnement chez AWS. Si je peux avoir des méthodes qui me permettent de gagner et de ne pas avoir de double facturation, c'est plutôt pas mal. Donc on a un programme, on pourra en reparler à l'extérieur ou sur le pod tout à l'heure, qui s'appelle Database Freedom, et qui est là pour vous accélérer, pour vous aider à migrer vers ce type de base. Il y a d'autres programmes. Vous utilisez tous des bases commerciales. On va arriver sur certains en fin de quarter. On va avoir une certaine pression. On peut avoir des audits. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui sont transportées. Est-ce que je peux le faire? On vous dit non, alors qu'on peut le faire. L'idée, c'est, en anglais, c'est FUD, c'est la peur, les doutes, l'incertitude. C'est la première chose dans un projet à enlever. Donc, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des OLA, Optimization License Assessment, où c'est des partenaires qui vont vous dire oui, vous pouvez le faire, voilà les limitations éventuelles, voilà ce que vous devez regarder et comment on va pouvoir y aller. Donc ce programme, tout à l'heure, si vous voulez, on pourra en discuter après, c'est pour vous aider à partir des bases commerciales sans risque, quand je dis partir, pardon, de déplacer vos bases commerciales sans risque vers des bases managées chez nous.
sans risque au niveau licensing. Et maintenant, on l'a dit. Comment on va vous aider? Dimitri et moi, on est là. Proserve, on est là. Donc ça, c'est des ressources. On a des ressources internes, on peut mettre à votre disposition. On a des ressources externes, allez les voir. J'en ai vu beaucoup des partenaires aujourd'hui sur les stands qui font des migrations, avec qui on a travaillé. On l'a vu, il y a des outils. Aujourd'hui, il y a SCT, il y a DMS Fleet Advisor dans DMS Studio. Utilisez. Si vous avez des questions, encore une fois, venez nous voir. Et puis des programmes. J'en ai mentionné 2, il y en a d'autres. Database Freedom pour vous aider à migrer de vos bases commerciales. Les OLA pour vous regarder ensemble la partie licensing pour faire ce qu'on appelle du move to manage, déplacer vos bases commerciales vers des bases managées chez nous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir après ou sur les pods, on pourra en parler en détail. À un moment, dans les 8 points, à un moment j'ai dit il y a la compétence, il faut s'éduquer. On ne connaît pas tous. Si je vous dis demain, il faut migrer, la meilleure solution, c'est d'aller vers du NoSQL comme DynamoDB. Si vous n'avez pas de connaissances DynamoDB, ça peut être compliqué. Donc n'oubliez pas, on a les skill builders, on a les certifications. Donc côté database, on a la certification database. On a des programmes de training pour vous aider sur ces migrations, sur les différentes bases de données dont on a parlé tout à l'heure. Avant-dernière chose, il y a 2 sessions encore database. Une DB02 où on a A/B testing, on va parler de quelle est la meilleure base de données pour vous. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a 15 bases de données. En fait, il y en a 19. Il y a 15 de bases de données sur le schéma. Elles ont chacun un cas d'usage à laquelle est adapté et pourquoi on utilise. Donc cette session, si vous êtes intéressé, c'est la DB02. Puis on va avoir comment aller des bases commerciales traditionnelles vers des bases beaucoup plus open source, beaucoup plus infrastructure orientées avec Amazon Aurora. Et on aura ici le témoignage d'accord. Pour finir, il y a un groupe, si vous voulez nous rejoindre, on a un groupe de discussion LinkedIn, n'hésitez pas, il y a des événements, il y a des discussions sur les produits. Il y a des vidéos, l'année dernière on a fait toute une session sur le NoSQL. On a une session qu'on a enregistrée récemment avec Dimitri sur DMS Fleet Advisor en détail, et on aura des sessions sur Serverless V2 et d'autres choses comme ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous engager aujourd'hui, à l'avenir, sur les projets. On sera au pod, j'ai mes collègues qui sont dans la salle aussi, on est là pour ça. Et pour finir, je vous remercie. Vous avez ici mon contact et le contact de Dimitri. Et puis avant de partir, on va juste vous demander si vous pouvez prendre 2 minutes pour remplir le sondage de la session. Et avec Dimitri, on va rester à l'extérieur si vous avez des questions. Merci à tous, merci à toutes.